possession illégale d'armes. Le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a réagi à cet accord de plaidoyer en disant que si vous êtes le principal adversaire du président, le ministère de la Justice essaie de vous mettre en prison, et si vous êtes le fils du président, vous bénéficiez d'un accord de faveur. En clair, cet accord permet de faire taire un petit peu toutes les critiques qu'il y avait à l'égard de Hunter Biden, mais on a envie d'aller plus loin, on a envie de comprendre ce qui se passe avec cette affaire Hunter Biden. Est-ce que vous pouvez nous éclairer? Je vais faire de mon mieux et on va revenir sur ce que cet accord a de choquant et sur le dessous des cartes. Mais d'abord, ce qui est toujours fascinant pour moi, c'est de constater que la réalité dépasse toujours la fiction. En fait, là, les scénaristes de House of Cards ou de Baron Noir n'auraient jamais imaginé un truc pareil. Ce qui s'est passé est absolument incroyable. On est en avril 2019 aux États-Unis. Le vice-président du Barack Obama, Joe Biden, décide de se présenter contre Donald Trump à la présidence des États-Unis. Il va d'ailleurs le battre quelques mois plus tard. Et quasiment, et pas quasiment, le même mois, le 12 avril exactement 2019, son fils, Hunter Biden, va déposer des ordinateurs qui sont en réparation à côté de là où il habite. Et en fait, il oublie de les récupérer. Et 3 mois plus tard, la loi de l'État en question, le Delaware, fait que c'est la propriété du réparateur. Et le réparateur commence à ouvrir ses disques durs et à regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, il est stupéfait. Et encore une fois, aucun scénariste n'aurait pu imaginer ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces disques durs? D'abord, il y a les preuves, j'allais dire, de la dépravation, de la débauche, peut-être même de la folie, de la déchéance de cet homme, Hunter Biden. Hunter Biden, on le voit consommer toutes sortes de stupéfiants, des pipes à crack, etc. On le voit dans toutes les positions sexuelles possibles, imaginables, en train de se filmer, de se photographier. Il y a des images, des vidéos, des mails, des tonnes et des tonnes de mails là-dedans. C'est incroyable. Avec vraiment, y compris les prostituées, probablement mineures. On n'en a pas tout à fait la preuve, mais c'est stupéfiant. Autre chose, on peut se dire, bon, cet homme est fou, il a totalement perdu pied. Et si on se rappelle que la famille Biden, c'est un clan qui est littéralement ravagé par le destin. En 72, la mère meurt au volant avec 3 enfants, une petite fille meurt, la mère meurt. Il y a 2 fils qui survivent, Hunter Biden et Beau Biden. Et Hunter Biden, il survit à ça, il survit à son père qui est un ego et une personnalité écrasante, mais il survit aussi au fait qu'il y a un fils prodigue qui s'appelle Beau Biden, qui est beaucoup plus doué que lui. Il va être son modèle, c'est lui qui va l'aider à tenir dans la vie. Et en 2015, il meurt d'un cancer au cerveau. Donc, il est en pleine dérive, ce Hunter Biden. Ok, admettons que la psychologie puisse expliquer ces dérives. Elle ne les excuse en rien, mais elle pourrait les expliquer. Mais il y a autre chose dans ce disque dur. Dans ce disque dur, on comprend que Hunter Biden, qui est par ailleurs avocat, il mène des affaires, et notamment des affaires à l'étranger. On appellerait ça en droit français du trafic d'influence. C'est parce que son père est gouverneur du Delaware, pas n'importe quel État. C'est un État qui est un paradis fiscal à l'intérieur des États-Unis. Et ça fait 35 ans qu'il est gouverneur avant de devenir vice-président. Et ce fils, il utilise la position de son père, et notamment depuis qu'il est devenu vice-président des États-Unis, pour faire quoi? Aucun scénariste aurait imaginé. Pour devenir administrateur d'une société ukrainienne de gaz. Une société ukrainienne de gaz en 2014. En 2014, il se passe des trucs en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie. Il fonde aussi une compagnie énergétique en Chine, avec un magnat du coin, et il récupère des millions et des millions de dollars de revenus qu'il ne déclare pas au fisc. Et là, il est obligé de plaider coupable, ce qui a notamment pour effet d'arrêter finalement l'enquête. On ne creuse pas davantage. Mais qu'est-ce qu'on comprend aussi, et qu'est-ce qui sort de ces investigations? D'abord, que dans ces messages, dans les milliers et les milliers de mails, peut-être des centaines de milliers de mails, il écrit à ses correspondants étrangers, Hunter Biden, en disant « N'oubliez pas la commission de 10% pour the big guy », c'est-à-dire le grand chef. Qui est le grand chef? On ne sait pas, on cherche. Mais peut-être a-t-il un rapport avec le vice-président des États-Unis et celui qui est aujourd'hui président des États-Unis. En tout cas, on se pose des questions, ça mériterait investigation, il n'y aura pas vraiment d'investigation. Et deuxième chose, on a des enregistrements. Pour le coup, là, c'est absolument prouvé, où on entend Joe Biden, alors vice-président de Barack Obama, parler avec le président ukrainien Porochenko, le président ukrainien de l'époque, et lui dit, si tu veux ton milliard d'aide américaine, dans ce cas, il faut que les procureurs chez toi cessent d'embêter la société qui s'appelle Burisma, qui est une société énergétique, où mon fils est administrateur. Mais c'est incroyable. C'est totalement incroyable. Autrement dit, tout ce dont on a accusé Trump, qui finit par faire pchit, parce qu'on a accusé Trump d'essayer de soudoyer ou de faire pression sur Zelensky pour qu'il amène des preuves de la corruption de Joe Biden,
en Ukraine, ça fait pchit, il n'y a rien. En revanche, ce dont on accuse Trump, eh bien, effectivement, il y a quand même, comme on dit aux États-Unis, un smoking gun, un pistolet fumant qui pourrait laisser penser que c'est plutôt Biden, lui, qui aurait utilisé sa position officielle en tant que vice-président des États-Unis pour, évidemment, les affaires de son fils, le couvrir, et ensuite, évidemment, poursuivre des intérêts politiques. Et donc, évidemment, c'est un scandale majeur aux États-Unis. Ça fait des mois, pour ne pas dire des années qu'on en parle. Et quand vous savez, il y a une tornade de neige aux États-Unis, il y a une canicule aux États-Unis, comme c'est la métropole états-unienne, et évidemment, on en parle immédiatement. Là, pas de son, pas d'image. Alors, c'est intéressant ce paradoxe entre ces informations qu'on entend ça ou là, toujours mises au conditionnel, parfois censurées, jamais véritablement vérifiées. Dans cette affaire, Guillaume Bigot, beaucoup soupçonnent l'existence d'une véritable censure au sommet de l'État américain, une volonté d'étouffer cette affaire qui n'est peut-être que la partie émergée de l'iceberg. Alors d'abord, il ne faut plus soupçonner une censure. Il y a censure. La censure, toutes les preuves, les plus accablantes les unes que les autres, sont sur la table. Les Américains le savent, les médias américains en parlent maintenant ouvertement. D'ailleurs, les républicains disent plusieurs choses. Effectivement, comme vous le rappelez dans votre question, c'est peut-être la partie émergée de l'iceberg. Parce qu'en fait, il y a d'autres membres de la famille Biden, il y a d'autres millions de dollars qui ont circulé, on ne sait pas très bien. Mais en tout cas, les républicains disent c'est une affaire de sécurité nationale. C'est tellement compromettant que des États étrangers ont pu faire pression sur le vice-président et aujourd'hui le président des États-Unis. Ils disent probablement Joe Biden était-il au courant de tout. Joe Biden dit qu'il était au courant de rien, évidemment, ça l'arrange. Et surtout, eh bien, les républicains demandent une enquête. Parce que pour le coup, toutes les preuves sont là. Le FBI, mais aussi le département de la justice qui actionne le FBI. Le FBI, c'est un peu particulier, c'est à la fois un service de renseignement intérieur, mais c'est en même temps le bras armé de la justice fédérale aux États-Unis. Donc ça a cette double casquette. Et donc, la justice américaine a fait pression sur les journaux, a fait pression sur les réseaux sociaux, mais toutes les preuves sont là pour dire ne parlez pas de cette affaire. Alors pourquoi ne parlez pas de cette affaire ? Parce qu'ils craignaient que ce soit une manipulation des services russes, en tout cas c'est ce qu'officiellement ils disent, et en fait, c'est là aussi, la réalité, comme je vous l'ai dit, dépasse totalement la fiction. Parce que souvenez-vous du réparateur qui récupère les disques durs du fils Hunter Biden, eh bien, lui, il est pro-Trump. Le hasard fait qu'il est républicain. Et au moment où on essaye de traîner Donald Trump, président des États-Unis, devant le Parlement pour le destituer, en l'accusant de corruption, de collusion avec l'étranger, lui, il ouvre ses ordinateurs et qu'est-ce qu'il tombe sur quoi? Il tombe sur le fait qu'au contraire, il y a toutes les preuves qu'il y a une collusion, peut-être en tout cas au cœur de la machine démocrate, avec l'Ukraine. Et donc il envoie ces informations au FBI. 4 ans se passent, le FBI n'en fait rien, premièrement. Deuxièmement, on comprend aussi dans l'histoire qu'il y a un contre-feu qui a été allumé par ce qu'on pourrait appeler l'État profond aux États-Unis pour empêcher ces informations et ce qui est contenu dans cet ordinateur, on appelle l'ordinateur de l'enfer aux États-Unis. On comprend qu'il y a une espèce appelons ça une sorte de complot, un contre-complot en tout cas, puisqu'on est à la veille de l'élection de Joe Biden, 2 semaines avant l'élection, le 14 octobre 2020, et là il y a un journal à New York, qui s'appelle le New York Post, qui n'a pas une très bonne presse d'ailleurs, qui est un journal un peu contesté, un journal sulfureux de scandale, qui publie les mails et qui publie les photos. Et là, il y a 2 anciens directeurs de la CIA qui font une tribune en disant « c'est un complot des Russes, c'est une machination des Russes ». Donc on comprend qu'il y a une sorte de contre-feu de l'État américain pour discréditer ces informations. Et il faudra attendre qu'Elon Musk prenne la tête de Twitter, qu'il publie ces fameux dossiers Twitter et Twitter Files pour qu'on apprenne que l'État américain a fait pression sur les journaux, a fait pression sur les réseaux sociaux, a déconnecté ces informations qui avaient été publiées en ligne parce qu'ils ont fait, d'après eux, leur devoir civique. Ils ont protégé le peuple contre de fausses informations. Le problème, c'est que nous sommes 5 ans après et que ces fausses informations, il s'avère qu'elles étaient parfaitement exactes. Quelles peuvent être les conséquences de ces révélations? On peut en voir au moins 3. D'abord, ça va forcément fragiliser les démocrates, et en particulier Joe Biden s'il se représente. Il a annoncé qu'il se représentait. L'élection va démarrer vraiment dans quelques mois. Peut-être qu'on peut dire aussi, et c'est pour ça que les républicains sont furieux, c'est que comme le fils Biden a plaidé coupable, ça va interrompre les investigations, il n'y aura pas davantage de preuves. Mais surtout, on se dit, et c'est là où c'est incroyable, et la réalité dépasse toujours la fiction,